Et on va prendre le temps déjà de s'installer sur nos chaises, d'arriver dans notre corps. Et si c'est confortable, on peut fermer nos yeux, parce que le fait de fermer les yeux, ça nous aide à nous intérioriser. Ça enlève tous les signaux captivants de l'extérieur et ça nous emmène à sentir, voir, être au contact de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis on peut prendre une inspiration profonde, douce. C'est un grand bonjour à l'intérieur. Bonjour à tout ce qui est là, tout ce qui se passe. Et en cet instant, je me pose, je me dépose ici, maintenant, dans mon corps. Je vais vous inviter à laisser de côté toutes les activités du début de la journée pour entrer pleinement dans ce moment, dans l'instant présent qui se passe au niveau de ce qu'on capte, au niveau des sensations, du ressenti, des sens et beaucoup moins du mental. Et en cet instant, je vous invite à vous connecter au mouvement de votre respiration. Je vous invite à observer les sensations de l'air qui entre, qui arrive, qui circule à l'intérieur de vous. Et puis de l'air qui fait son chemin vers la sortie, qui a fait son travail à l'intérieur. Et à nouveau, observez le va-et-vient, le rythme intérieur dans votre corps, de votre respiration. Sentez vos pieds qui reposent sur le sol, votre bassin qui est installé sur votre chaise. Et permettez-vous d'arriver, de vous déposer petit à petit, complètement, ici, maintenant, dans ce temps où vous avez choisi d'être. Et puis vous pouvez observer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, les pensées qui vous traversent, votre état émotionnel et vos sensations physiques. Ce paysage connu de vous seul. Et vous pouvez accueillir tout cela. Et à partir de là, je vais vous inviter à vous poser une question à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et puis, je vais vous inviter à prendre une dernière inspiration profonde, douce, comme un massage à l'intérieur du corps. Et toujours les yeux fermés, vous pouvez commencer à ramener du mouvement dans votre corps en laissant votre corps faire ce qu'il a besoin de faire, ce qu'il a envie de faire. Et puis, je vous invite à baisser votre menton vers votre poitrine. Et tranquillement, vous pouvez ouvrir vos yeux et revenir à l'espace physique qui vous entoure et à cette conversation précieuse, à ce temps de partage que nous ouvrons ensemble. Bienvenue, bienvenue à tous. Je vois des nouveaux visages qui nous ont rejoints. Et bien, encore une fois, bienvenue à toi, Philippe. Je vais te proposer là de te présenter, de nous parler un petit peu
du projet, voilà. Qu'est-ce que tu auras envie de dire déjà sur comment tu te sens aujourd'hui? Parce qu'il se passe des choses importantes pour toi en ce moment. Et puis, voilà, quelques mots sur, qui tu es, sur, le projet qui t'amène avec nous aujourd'hui. Et ben, je vais commencer par me présenter si ça te va, Julia, et puis après comme ça je vous raconterai, parce que c'est dans la continuité de comment je me sens aujourd'hui. Hem, Bah, écoutez, donc je m'appelle Philippe, j'ai 33 ans. Je suis quelqu'un qui a toujours été, considéré comme, assez, sensible. Certaines personnes disaient parfois ultra sensible. Heu, c'est pas toujours été évident pour moi de ouais, me sentir à ma place dans ce monde. Et en fait, j'ai travaillé dans l'audiovisuel pendant 10 ans à plusieurs postes. J'étais un peu un espèce de touche à tout. Heu, J'étais un touche à tout qui galérait parce qu'en fait, je m'intéressais à beaucoup de choses et j'avais aussi beaucoup de mal à comment dire? À vraiment, je sais pas, m'ancrer quelque part. J'étais très curieux de tout, mais j'avais l'impression, voilà, de m'intéresser à tout et de pas faire grand chose en même temps. Et donc j'ai fait plusieurs postes dans l'audiovisuel, réalisateur de making of, des films institutionnels, j'ai été monteur pour la télévision. Et en fait, en parallèle de cette carrière professionnelle, un peu en dents de scie avec, des hauts, des bas, des moments où j'estimais relativement bien ma vie, j'avais un peu de liberté, et d'autres moments où c'était beaucoup plus galère, et un travail dans lequel, je m'épanouissais pas forcément énormément. Et ben, en parallèle de ça, j'ai été de plus en plus sensible à la question écologique à travers, vraiment des documentaires qui ont été des déclics, et aussi une formation à la permaculture urbaine en 2013 qui m'a, voilà, c'était un peu un double mouvement d'ouverture, à la fois sur le côté, gros problème, écologique, et également, le côté, solution un peu locale, qu'est-ce qui existe là-dedans? Et en parallèle de ça, depuis, 2009 et la lecture du pouvoir du moment présent, et bah, s'est ouvert ce que j'appelle, assez directement, sans avoir peur de le dire, une quête spirituelle, qui, donc a commencé par des lectures, et merci Jean-Jacques pour le pouce, et qui en fait mûri avec le temps, et m'a amené en 2017 à partir en Afrique du Sud faire une retraite, Vipassana. Et qui a été pour moi vraiment un moment initiatique, dont je pense que j'avais cruellement besoin, et cette retraite me l'a apporté. Ces 10 jours de silence et de méditation intense. Et en fait, si je vous parle de ces 2 fibres-là, de cette fibre écologique et de cette fibre, spirituelle, c'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'elles se sont rencontrées avec fracas, en 2018, à la fin de l'année 2018. Le covid n'était pas encore arrivé, et même si la question écologique était, dans l'air du temps, et bah, elle est clairement pas sur le devant de la scène comme elle l'est aujourd'hui, post-Covid. Et en fait, ouais, j'ai eu vraiment un déclic qui s'est manifesté, émotionnellement, corporellement, sous une forme de crise d'anxiété, en fait. Une espèce d'intuition diffuse mais très réelle, que, les décennies à venir allaient avoir un réel impact sur nos vies. Et donc j'ai eu très peur, j'ai eu une espèce de crise d'angoisse. J'étais en larmes, j'ai appelé mon frère qui a fait 1 heure de route pour venir me voir, et voilà. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que, c'est de ce moment, sombre et obscur qu'est né, en fait, le documentaire, dont on va vous parler, aujourd'hui, et c'est ce qui m'amène, finalement devant vous 3 ans plus tard, voilà. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots du coup du documentaire? Parce qu'après on va regarder la bande annonce. Mmh, Du coup, tu veux nous introduire un peu de quoi il s'agit? mmh. Bah, donc ça y est, vous connaissez la genèse du projet. C'était cette, crise, d'éco-anxiété. À l'époque, j'avais la chance d'être, accompagné par, Julia comme coach. C'est comme ça qu'on vraiment on s'est rencontrés avec Julia. Et en fait, à cette époque, donc je travaillais, pour être tout à fait, transparent, à France Télévisions et BFM TV, et où je m'épanouissais, pas. D'ailleurs, même mes collègues, je faisais du bon travail, mais me disaient, «Tu n'es pas à ta place», hem et en fait, à partir de ce déclic, j'étais obsédé par une, question. À partir de ce déclic et de ce dialogue intérieur, je comprenais pas pourquoi
on parlait autant de la crise écologique à travers ses symptômes, donc le dérèglement climatique, l'extinction de masse, la pollution massive, mais qu'on ne s'interrogeait pas plus sur vraiment les racines, les causes profondes de toutes ces manifestations. Et en fait, pour moi, à cette époque-là, il y avait une évidence, et je pense que c'était lié à toutes ces années de pratique spirituelle, que cette crise écologique n'est que la manifestation d'une crise que porte l'homme en lui. Et c'est en tirant ce fil des racines de la crise écologique que j'ai découvert qu'il y avait des personnalités et des lieux partout dans le monde, et notamment en France, qui en fait, non seulement réfléchissent à ces questions depuis des décennies, mais se sont carrément construites un peu autour de ces questions et existent et incarnent dans leur quotidien ce dialogue entre écologie et spiritualité. Voilà, je pense que Super. c'est assez dit. Et ma petite question de comment tu te sens là, Mmh. du coup, avant qu'on mette la Oui. bande-annonce? Et ben, j'étais un peu impressionné au début, et là je me sens, très bien, très, content de reconnaître certaines têtes, là je viens de reconnaître, Jean Côme aussi, et voilà, je suis super content d'être avec vous et de vous montrer ça. Je me sens enthousiasmé et apaisé. Super. Merci Philippe. Et là, je vais demander à mon collègue Fée Eric. Eric, s'il te plaît, peux-tu nous passer cette magnifique bande-annonce? Fin 2018, j'ai vécu une violente crise d'éco-anxiété. Lors d'une soirée, alors que j'étais déjà un écologiste convaincu, j'ai brutalement pris conscience dans mon corps du caractère dramatique et inéluctable de la crise écologique. À l'époque, une de mes seules ressources pour gérer l'angoisse devenue quotidienne, c'était la méditation. Et au bout d'un certain temps, j'ai réalisé que c'était aussi grâce à cette pratique que j'avais ouvert les yeux sur l'état de la planète. Et ce dialogue intérieur entre écologie et spiritualité m'a amené une question de fond. Une question qui est devenue tellement obsédante qu'elle m'a poussé à faire ce film. C'est quoi les racines de la crise écologique ? Par rapport aux problèmes qui se posent aujourd'hui, aux souffrances de la Terre, à la gravité de la situation, il y a vraiment ce besoin de changement de paradigme, d'aller aux racines. Et les racines, pour moi, de la crise écologique, elles sont spirituelles. Toutes les traditions ont été instruites de ces grandes lois qui relèvent de l'être. Vous pouvez transgresser des petites choses, mais vous ne pouvez pas transgresser celles-là. Et si la Terre nous tombe sur le dos, mais nous l'avons créée complètement. Ce film, c'est une quête qui part du syndrome d'éco-anxiété pour nous emmener au cœur de l'éco-spiritualité. Avec mon équipe, pour explorer les racines de la crise écologique, nous sommes partis en France à la rencontre de lieux bien particuliers que certains auteurs ont surnommés des écosites sacrés. Un écosite sacré, c'est des lieux qui essaient en fait d'allier d'un côté un cheminement ou une quête spirituelle et de l'autre un engagement écologique ou un engagement pour la transition écologique. Ce sont des lieux d'apprentissage où on va expérimenter à travers des nouveaux modes d'être, des nouveaux modes de vie ensemble, cette reliance profonde à la terre, aux autres, au plus grand que soi. En nous immergeant dans ces lieux, on a découvert une même vision de l'écologie. Une vision qui considère que la crise écologique est la conséquence d'une crise existentielle collective et que pour prendre soin du monde, la crise écologique doit s'accompagner d'une transition intérieure. La vraie écologie, c'est quelque chose de très intérieur, c'est quelque chose de très spirituel. C'est un lien spirituel avec la Terre-Mère qui nous permet de devenir nous-mêmes vraiment, finalement. Toutes les traditions nous disent « assieds-toi, fais silence, entre à l'intérieur de toi ». Et notre société fait juste l'inverse, sors de toi, achète, commande, voyage.
Nous avons créé un système d'appauvrissement collectif qui est une véritable arme de destruction massive. La destruction de l'équilibre écologique de la Terre vient d'un manque d'amour. Pas d'écologie extérieure sans écologie intérieure. Je ne crois pas qu'on puisse participer à un processus collectif si on ne le vit pas essentiellement d'une façon personnelle. Merci, Eric. Magnifique. Moi, j'avais eu plein de frissons quand je l'avais vu la première fois, cette bande-annonce. Et là, j'en ai un peu moins parce que je me sens un peu plus stressée de parler devant plein de personnes. Mais je suis très contente de pouvoir faire connaître ce projet et cette création. On va rentrer dans le moment interview. Et l'angle qu'on va utiliser là ensemble, ça va être faire sa part de colibri, oui, mais par où commencer? Parce qu'au-delà du documentaire que les personnes vont pouvoir voir, moi, ce que je trouve intéressant de partager, c'est comment toi, tu as cheminé pour devenir la personne qui a créé ça et qui fait comme ça sa part de colibri. Donc, première question pour toi, Philippe. Est-ce que tu peux nous parler de la personne que tu étais dans la vie d'avant? Et c'était quoi les signaux qui t'ont fait te dire non, mais en fait, c'est pas possible, ma place, elle est ailleurs et hop, je me mets vraiment en mouvement pour aller prendre ma place? Alors, à la question de la personne que j'étais, en fait, je vais reprendre une métaphore qu'on a utilisée dans le cadre de notre coaching. Je crois que j'étais un peu un papillon, en ce sens que j'avais, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais quelqu'un d'assez, de très sensible. Je m'intéressais à beaucoup de choses. J'avais beaucoup de reconnaissance de la part de mon entourage, de mes amis, sur un potentiel à faire des choses. Et en même temps, j'avais l'impression sans arrêt de passer à côté de ce potentiel. Et en fait, j'ai l'impression que j'étais dans une vie où je sais pas, j'étais pas dans mon centre, j'étais pas vraiment à ma place et où, je sais pas comment dire, j'avais l'impression d'être quelqu'un, je sais pas, qui avait un peu raté sa vie. Je travaillais dans l'audiovisuel, mais ouais, je me sentais toujours, je sais pas, il y avait un truc qui était pas juste et je me souviens, en fait, d'avoir eu un jour clairement, l'impression d'avoir eu un petit déclic via une rupture amoureuse où j'ai eu l'impression de me retrouver dans ma vie quotidienne en face d'un plat, qui était en fait assez fade, comme si, en fait, jusqu'à présent, je m'étais débrouillé pour, rajouter, alors par exemple, prenons un plat de pâtes sans rien dedans. Alors bien sûr, si jamais je rajoutais un peu de sel, un peu de, j'en sais rien, de pesto, des petits pignons dessus et tout, c'était sympa. Mais en fait, avec ce moment de douleur, pour moi, ça a été vraiment un choc émotionnel, cette, rupture. Je me suis retrouvé devant la fadeur de ce plat qui en fait était ma vie, et je me rendais compte que c'était quelque chose qui m'enthousiasmait, pas du tout en fait. Et voilà, ça a été un peu le moment où, retourner chez France Télévisions notamment, j'ai le souvenir très précis d'une soirée où en fait j'asphyxiais et où j'arrivais plus à aller dans ces boulots que j'appelais quand même, c'est pas anodin, mais planques.
Et en fait, j'en avais marre de me planquer et j'en avais marre d'avoir l'impression que la vie était quelque chose d'hyper fade et que pour tronquer cette fadeur, il fallait que je la remplisse de plein d'autres choses avec, j'en sais rien, des fêtes, des sorties, des vacances, du sport, voilà. Mais que le noyau dur, eh ben, était fade, quoi. Et la mise en mouvement, ça s'est passé comment? Bah, du coup, ouais, il y a vraiment eu bah, ça s'est passé du coup dans la douleur. En fait, c'est des moments où c'est devenu un peu insupportable. Je ne pouvais plus me mentir à moi-même, je crois. Et en fait, ça s'est passé avec, bah, voilà, un ras-le-bol intérieur, mais qui s'est manifesté par 2 trucs. Bah, le fait déjà de partir en voyage. Je suis parti en Afrique du Sud tout seul. J'étais jamais parti tout seul et j'ai choisi, Johannesburg, comme, ville d'atterrissage, qui est une des villes les plus dangereuses du monde et du coup ça a été, un bon petit baptême. Donc il y a eu l'idée ouais, d'oser en fait, faire des trucs que je rêvais et que j'avais pas fait et donc ça a été clé. Il y a vraiment eu, ouais, cette initiation vipassana, le fait de partir faire cette retraite de 10 jours, pour moi je crois que ça a vraiment changé ma vie. Ça a déchiré un voile et à partir de là, il y a eu un avant et un après. Mais surtout, ce que j'avais envie de dire, c'est ça s'est passé dans le fait que c'est aussi le premier moment de ma vie où j'ai commencé à demander de l'aide autour de moi. Vraiment, donc ça s'est passé à travers toi, Julia, tu as été la première, mais aussi auprès d'une dame qui s'appelle Aurélie, qui elle fait de la TCC, de la thérapie cognitive et comportementale. Et en fait, ça m'a permis à travers vous deux, ici où j'avais aussi vu un coach, mais qui m'avait un peu moins plu avant toi. Mais en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte, un peu dans la douleur, que j'étais mais truffé de trouille à mon encontre, à l'encontre de ma vie. Et qu'en fait, j'avais hyper peur ouais, comment je pourrais dire? Bah, j'avais hyper peur d'entreprendre des choses qui me correspondaient. Et là, il y a vraiment un exemple qui, pour moi, a été quelque chose de pivot, parce que effrayant, mais hyper enthousiasmant. C'est qu'en fait, j'ai commencé de plus en plus, et je crois que c'est lié avec cette quête spirituelle qui m'aidait à comprendre qui j'étais, à aller dans cette direction de boussole de, OK, désormais dans ma vie, je vais là où j'ai peur, mais j'ai de l'enthousiasme en même temps à aller dans cette direction-là. Et j'ai l'impression que ça, c'est c'est une bonne direction, quoi. C'est une bonne boussole. Et du coup, ça m'a amené assez rapidement à faire du one man show, en fait, Mmh. à renouer avec le théâtre que je faisais petit. Et je me suis retrouvé en fait à m'engager alors que j'avais pas fait de théâtre sauf en primaire, après 1 an de théâtre amateur, à monter sur scène pour jouer au bout d'1 an de cours devant une salle de 100 personnes, avec pour but de les faire rire et pour surbut que je m'étais rajouté de les faire rire en leur parlant de crise écologique, qui est quand même pas évident. Et ça a été bah, à nouveau une petite initiation, ce projet, parce que je me suis pris 9 mois d'énormes bides devant mes 16 camarades qui faisaient du one man show comme moi et qui étaient hyper forts, hyper rodés, etc. Et ça m'a emmené à un petit moment clé que je vous raconte, à côté d'une de mes meilleures amies, où je lui ai annoncé qu'en fait j'allais arrêter 3 mois avant la représentation parce que c'était pas pour moi et que j'avais d'autres priorités, tatati tatata. Et j'ai eu la chance d'avoir cette amie qui, alors là, n'a pas fait trop la coach, mais m'a engueulé en me disant en fait, cette fois-ci, je ne veux pas te voir te défiler. Moi, je prends ma place et je te donne rendez-vous là-bas. Et vraiment, c'est mort. Tu ne fais pas ça. Et du coup, bah là, ça a été un terrible stress pour moi, genre un stress, le genre de stress un peu nuit blanche et tout, de pas avoir de sketch dont j'étais fier, etc. Et du coup, bah, ça m'a vraiment fait pondre un sketch dont je suis hyper fier, que j'ai joué une quinzaine de fois, même parfois dans des festivals devant 500 personnes, et qui m'a montré que ouais, dans la création, pardon, dans ce besoin créatif que j'avais très puissamment au fond de moi et qui était complètement frustré, et bah, il y a vraiment cette notion que bah, c'est un accouchement et que du coup, il y a forcément un moment où il faut accepter que c'est douloureux, fiévreux, plein d'incertitudes, plein de peurs. Mais une fois que j'ai eu l'impression d'avoir vraiment passé ce cap et d'avoir joué sur scène, et bah là, ça a été
une aide puissante de pouvoir me reconnecter à ce moment d'avant, oh là là, et paf, ce truc qui jaillit, quoi. Parce que j'ai l'impression de le revivre en ce moment avec mon documentaire. Exactement pareil. Ok. Et ça, par rapport au projet du documentaire, par rapport à ce moment que tu partages, tu sais, cette crise d'éco-anxiété, on en est où? Voilà, comment le projet, il émerge petit à petit? Et ben, le projet, il émerge en parallèle de ce que je viens de vous raconter, où en fait, je me retrouve donc fin 2018 dans un moment un peu de latence où j'ai eu une expérience qui ne s'est pas très bien passée à France Inter. Et là, je me suis un peu retrouvé dans un chemin de traverse avec la possibilité de soit de retourner faire mes piges dans cette planque où je savais faire le boulot, c'était bien payé, ça me donnait du temps de libre, etc., mais où je ne m'épanouissais pas, ou de faire quelque chose, je ne savais pas quoi à ce moment-là, qui m'amène, en tout cas, à faire quelque chose qui avait du sens pour moi par rapport à ma grande inquiétude mon obsession en fait de la crise écologique, et aussi mon obsession de la spiritualité, parce que c'est quelque chose, voilà, pour moi, ça faisait partie de ma vie, et j'avais un grand besoin de partage, et je ne savais pas comment le partager. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est un peu mystique ce que je vais vous dire, mais je crois que grâce à cette pratique constante de la méditation, en fait, je me suis mis à avoir beaucoup de signes qu'il fallait que je fasse un projet de film. Je me suis retrouvé en fait à croiser une amie scénariste qui vraiment vit du scénario dans la rue. Et le lendemain, j'ai croisé une équipe de ciné avec laquelle j'avais travaillé et je ne les avais plus croisés depuis que je travaillais dans les médias. Et le surlendemain, Laetitia, ma compagne, qui a été une lumière de A à Z dans ce projet, parce que, pareil, elle fait partie de ces gens dont je me suis entouré, qui dégagent une vraie lumière et qui m'ont toujours soutenu. Et en fait, elle m'a emmené, alors que j'étais dans une période de latence, de stand-by, où j'avais plus de travail, en fait, et je ne savais pas quoi faire. Elle m'a emmené à une projection du film Après-demain, qui est un film de Cyril Dion sur l'impact qu'a eu Demain, et sur en fait, la pertinence de créer de nouveaux récits. Et je me suis retrouvé dans cette salle de cinéma à entendre Cyril Dion. Il a parlé de ça, et le lendemain, je me rappelle, je suis arrivé en face de toi et je t'ai dit je vais faire un film sur le lien entre collapsologie, alors à l'époque je parlais de collapsologie, je ne parlais pas de crise écologique, et spiritualité. Et tu m'avais regardé genre waouh, génial et tout. Et voilà. Après, je ne sais pas si je devance tes questions, mais il y a eu l'effet d'annonce, il y a eu le fait que j'en ai parlé autour de moi, et assez rapidement, il y a eu la chape de plomb de devoir assumer en fait ce que j'avais dit. Et j'avais déjà souvent annoncé des trucs et je n'étais pas allé au bout. Mais là, avec le one man show et tout ça, je sais pas, c'était pas pareil. J'avais vraiment envie que ce soit pas un énième projet qui aboutit pas. Et en fait, ça a été 6 mois hyper compliqués, parce que c'était 6 mois tout seul dans des cafés à Paris, à lire des bouquins, à stabiloter, à parler de mon projet à des amis producteurs qui comprenaient rien du tout à ce que je voulais faire. Et en fait, il y avait que Laetitia qui vivait avec moi. Enfin, non, on ne vivait pas ensemble, mais voilà, on était ensemble. Et donc, on partageait déjà un peu notre vie. Et qui me disait oh, je suis sûre que ton projet va être exceptionnel, c'est tellement bien que tu fasses ça, tatati, tatata. Et moi, je me rappelle vraiment de moments très, très clairs où elle me disait ça. Et moi, je la regardais en me disant la pauvre, elle ne se rend pas compte qu'en fait, ce documentaire, je ne vais jamais le faire. Et j'étais hyper angoissée de me dire voilà, cette fille, je l'aime, je n'ai pas envie de la décevoir. Et en même temps, je sais au fond de moi que je ne vais pas le faire. Donc, un espèce de manque de confiance en moi terrible et de sentiment que c'était impossible de faire ce projet de documentaire. Dans ce temps de transition, parce que c'était un vrai changement de paradigme pour toi, un saut dans l'inconnu, qu'est-ce que tu as laissé derrière toi comme schéma de fonctionnement, croyances, habitudes? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu as mises en place pour te soutenir? Parce que c'était une période exigeante et pas facile. Déjà, honnêtement, évidemment, la croyance que je ne suis pas capable,
elle a été puissante, hein. Franchement, en fait, même ça me touche un peu de vous en parler parce que je me rappelle de moments. On respire, on est là avec l'émotion. Je me rappelle de moments en larmes face à toi, de moments en larmes face à Aurélie, vraiment à dire: «Mais en fait, je suis un immense imposteur et je suis pas capable de faire tout ça, quoi. Enfin, c'est absurde, je me suis embarqué dans un truc, j'ai pas les épaules». Et ouais, je crois que je suis particulièrement ému de vous dire tout ça parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est pas vrai. Je sais qu'il y a encore une forme de combat intérieur qui, pour moi, est une forme de combat spirituel, de vraiment aller déraciner des trucs qui sont profondément en nous pour aller de plus en plus vers une forme de récupération de son pouvoir, et cetera. Je voulais dire un truc sur ta question, Julia, c'était oui, de quoi, oui, Ce que bah, tu as dû laisser derrière ouais, toi comme croyance, habitude, schéma, et qu'est-ce que tu as mis en place de nouveau? ouais. Et ben, en fait, je crois qu'aussi que du coup, là, je vais rentrer dans le concret et pas dans quelque chose d'intérieur, mais c'est un moment de ma vie où, avec Laetitia, on a décidé de quitter Paris. Donc j'ai vraiment complètement quitté le cadre qui était en fait l'endroit où s'était créé tout ce théâtre de croyances. Et d'un coup, je me suis retrouvé à Angers où je connaissais plus personne et où aussi, du coup, bah, j'ai commencé à travers ce documentaire, à travers les premiers repérages, bah, de plus en plus à m'entourer, et il y en a qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, ça me touche beaucoup, bah, de gens vraiment lumineux qui étaient en phase avec ce que je racontais, et j'étais plus le luluberlu qui parlait de méditation tout le temps et qui était voir cette personne qui était parfois en colère, à parler de la crise écologique, qui essayait de convaincre et qui, aujourd'hui, avec le recul, pour moi, était une forme d'aveu d'impuissance parce que je ne savais pas comment mettre toute cette prise de conscience, comment l'incarner. Et ben voilà, de plus en plus, à force d'être dans cette nouvelle vie, de changer carrément le cadre, et ben j'ai eu l'impression que j'étais dans une page blanche, quoi. Et ça a été terrifiant à nouveau de quitter 30 ans de vie parisienne, un socle d'amis, etc. Et en même temps, bah voilà, page blanche, tout est à recréer. Je suis retrouvé dans un lieu de coworking à Angers où j'arrivais un peu timidement devant des gens qui bossent, je sais pas, dans le milieu d'entreprise, dans le web, dans le graphisme, etc. Et je disais, bah, moi, je vais essayer de faire un film sur l'éco-spiritualité. Et en fait, bah ouais, je sais pas, j'ai 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 avancé petit à petit. Et un dernier truc que je voulais dire et qui est important quand même et que j'ai mis en place à travers, toi, à travers Aurélie, c'est vraiment, bah, c'est bête, mais en fait, j'ai travaillé. J'ai j'ai besogné, quotidiennement avec au début, bah, voilà, l'impression, toujours tenace de faire un truc nul dans mon coin, et cetera. Mais vraiment, j'ai l'impression, de plus en plus de découvrir, la puissance du moment présent et du travail où, là, aujourd'hui, au moment où je vous en parle et où on en parlera tout à l'heure, mais où je suis dans cette campagne de crowdfunding qui prend une dimension qui me dépasse complètement, et bah, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, je me retourne un peu comme dans une randonnée où on se dit: «Mais je vais jamais réussir à escalader cette montagne», et là, je me retourne et je me rends compte qu'en fait, je suis quand même hyper haut sur cette montagne et je regarde l'horizon et je me dis: «Waouh, mais c'est quoi toute cette distance?» Et bah, toute cette distance, c'est le travail. Moi, que je lis aujourd'hui personnellement vachement à l'amour, mais c'est vraiment ouais, ce fait en fait d'arrêter de partir dans des perspectives sans fin de: «Mais il va falloir faire tout ça, j'y arriverai jamais», à, ouais, vraiment m'organiser mieux et me faire des to-do list quotidiennes et du coup, de travailler petit à Ouais, petit. c'est passé par des choses très, pratico-pratiques, au Mmh. début. Mmh. On va doucement arriver à la fin de ce temps, d'interview. Quand on préparait, tu me disais, «Avant, j'étais un mec vénère qui voulait, un peu expliquer aux gens qu'il fallait méditer, et maintenant, c'est autre chose». Est-ce que tu peux nous parler de comment tu te sens aujourd'hui? Mmh. Bah, j'ai l'impression, vachement, en fait que, là, du coup, je vais parler bah, de spiritualité parce que c'est bien ce dont je parlais aux gens quand j'étais dans la découverte de la méditation. Ça, je pense que c'est un chemin un peu classique. Quand on découvre, le travail intérieur, et bah, il y a forcément, quand on l'a ignoré pendant un moment d'exaltation
où on devient un espèce de prosélyte malgré soi et on dit à tout le monde, sans forcément avoir la délicatesse d'entendre que bah, tout le monde n'est pas comme moi et tout le monde, enfin, chacun a sa vérité, il faut le respecter et que voilà, convaincre reste une démarche qui est finalement assez agressive. Et en fait, de plus en plus, et voilà, à nouveau, je me retrouve devant vous à faire cette interview. Et aujourd'hui, bah, j'ai une réelle audience. Je découvre encore un peu avec le tournis, mais que bah, des gens se mettent à dire tiens, qu'est-ce qu'il raconte Philippe? Et ben en fait, je cherche plus du tout à convaincre qui que ce soit. Et j'ai l'impression que vraiment, c'est juste ouais, une démarche qui se tourne vers l'intérieur. Je pense que ça a un peu maturé de mon côté et juste d'essayer d'incarner, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui est puissant d'incarner. C'est un travail sans fin, mais, mais ouais, j'ai eu la chance à travers ce documentaire de rencontrer de manière plus ou moins directe des êtres exceptionnels et qu'on voilà, une audience folle, une aura qui dépasse les pays, etc., un message qui traverse tous les cœurs, toutes les frontières, et ils n'ont rien fait d'autre que d'incarner totalement ce en quoi ils croient, pas à pas, Mmh. et voilà. Et moi, pour moi, ça, c'est des super modèles. Je pense sans arrêt à Thich Nhat Hanh, à Amma, qui sont liés au film, mais aussi à Thomas d'Azenbourg, pareil, bon, il est dans le film, mais même à des figures plus classiques comme Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Ils sont juste des gens, ils ont incarné, ils ont cherché à convaincre personne, ils ont été le changement. Et en fait, bah, plus tu le fais, plus ça vibre, quoi. Après, tu n'as plus besoin de crier. C'est Mmh. des choses aimantes, quoi. Mmh. Et ça m'amène à ce qu'on disait aussi quand on préparait, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de se dire mais comment demain je sauve le monde par rapport notamment à cet état de la planète, mais plus comment je me connecte à ce qui vibre profondément en moi et j'avance petit pas par petit pas pour incarner quelque chose qui a du sens et qui est joyeux pour moi. Ouais, exactement, ouais. Et ça, en fait, c'est un truc qui est vraiment devenu une pensée qui est devenue de plus en plus claire, même pas une pensée, en fait, une conviction, que pour relever en ce moment cet immense défi, mais qui est aussi pour moi une immense invitation de cette crise écologique. Et c'est voilà, un défi, je pense qu'il y a encore pas mal de nos contemporains qui n'ont pas réalisé en fait l'ampleur du défi que ça va être. Et en même temps, j'ai l'impression que l'ampleur de ce défi, le piège, c'est parce que je l'ai beaucoup entendu dans pas mal de conversations, c'est de se dire moi, en fait, je fais que si j'ai l'assurance que ça va sauver le monde. Il y a plein de gens qui rentrent dans ce que certains appellent l'aquabonisme. À quoi bon? Pourquoi faire? J'ai vraiment eu des discours de gens très proches de moi qui disaient foutu pour foutu, moi, je vais vraiment mais me lâcher sur la viande, les bagnoles, etc. Donc voilà, un discours très nihiliste, très désabusé. Et en fait, pardon. Moi, mon message aujourd'hui, c'est de dire aux gens: «Oubliez toute notion de sauver quoi que ce soit. On va pas tout seul sauver le monde. En revanche, réinterrogez-vous à votre échelle individuelle de quel est votre talent? Qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien qui vraiment vous rend, heureux? Qu'est-ce qui, en fait, pour vous, au quotidien, a du sens pour vous?» Parce que le sens et la joie, c'est quelque chose c'est des synonymes, en fait. Et voilà, vraiment, j'en témoigne sincèrement. Ma vie, en ce moment, elle est souvent galère, il y a des défis immenses, mais par contre, elle vibre d'une profondeur, d'une intensité. Et alors, du coup, j'ose dire que je suis de plus en plus heureux. Et voilà, c'est un truc qui m'amuse aussi, mais je me sens beaucoup plus impactant aujourd'hui à vous parler et en faisant ce film qu'à l'époque où j'étais là à essayer de convaincre à des dîners et que j'entendais dans ma salle de montage à BFM TV, quoi. Mmh. Merci Philippe. Donc après ce moment où Philippe a partagé son expérience, qu'on va vous proposer à chacun, c'est un petit temps d'introspection avec des questions qu'on a préparées pour vous.
Donc le film, en fait, c'est un projet, quand il a commencé à voir le jour, bon, au début, c'était comment je pourrais dire? C'était une idée farfelue dans ma tête, avec beaucoup d'amis qui me regardaient à peu près avec cet air quand je leur en parlais. Et ça c'était notamment des amis qui bossaient, dans la production. Et en fait, quand, ça a commencé à prendre un peu forme, notamment à travers ce bouquin de Christine Christophe, que je remercie à nouveau d'avoir écrit ce bouquin parce qu'elle référençait une trentaine d'écosites sacrés, de lieux, qui mêlent pratique spirituelle et écologie en France. Et bah, quand ça a commencé à prendre forme, j'ai en fait rencontré notamment une productrice parisienne, qui était pour le coup très, sensible et informée sur la question de l'écospiritualité, mais qui m'a rapidement fait comprendre que dans la réalité de la production, audiovisuelle, dans la réalité des diffuseurs télé, et bah, c'était difficile comment dire? De faire un documentaire comme j'espérais le faire quand on n'était pas un nom, et que c'était encore plus difficile d'aller dans une forme de radicalité dans son message, même si mon idée, c'est pas forcément de convaincre ou de j'avais vraiment envie d'aller au fond des choses, et cette productrice m'a vraiment expliqué que les diffuseurs télé étaient frileux, surtout sur des sujets comme ça un peu obscurs, et qu'il allait falloir un peu lisser mon message. Et du coup, nous, on a fait, le parti pris, avec mon équipe, ce qui était un peu effrayant et qui était depuis le début un pari, de se dire: «Avec l'argent que moi j'ai de côté, investissons dans du matériel, commençons à écrire ce projet, allons le tourner, faisons-le, avec le cœur et bossons petit à petit». Et vraiment mon idée, c'était de me dire qu'à partir des premiers fruits de ce tournage, et ben, on allait, pouvoir faire une campagne de crowdfunding et pouvoir toucher non pas les diffuseurs télé, mais tout ce réseau émergent que je sens monter dans le monde aujourd'hui, en me disant: «Bah, voilà, on va solliciter non pas, les décideurs des chaînes, mais tous ceux qui sont dans ce paradigme, en fait». Et en fait, ça, on a commencé à le faire dimanche dernier via une campagne sur Ulule, que je suis tellement heureux de vous annoncer que, bah, il y a un vrai engouement derrière le film, et que je suis en fait finalement, même si je suis convaincu de l'importance de ce que je cherche à exprimer à travers ce film, je suis le premier surpris par, cet emballement qui m'a presque fait un peu le vertige, la semaine dernière quand j'ai vu que waouh, enfin, il y a, je sais pas, déjà presque 350 contributeurs sur Ulule. Mais je voulais aussi préciser que, bah, en fait, on a mis la barre assez haut pour en faire un film, impactant, pour en faire vraiment une belle œuvre, et que ça a un coût. Pour l'instant, avec Boris, le caméraman, Valentin qui m'accompagne, Laetitia et tout, on n'avait pas vu la couleur d'un euro jusqu'à il y a une semaine. C'est complètement autoproduit. Toutes les aides qu'on a sollicitées, et ben, on a essuyé des refus, et enfin, bah, on commence à prendre une bouffée d'air financière à travers cette campagne, mais comment dire? Le succès éventuel de cette campagne, qui est déjà un succès, mais voilà, on espère aller loin, et bah, ça va nous permettre, bah, déjà que ces décideurs télé se disent: «Tiens, peut-être qu'il y a il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas que ça intéresse des gens, ce sujet-là». Mais aussi, bah, ça va nous plus en fait on va réussir cette levée de fonds, plus ça va nous donner une forme de liberté dans ce qui va être diffusé à la fin, et notamment, voilà, de pouvoir se permettre cette radicalité, c'est-à-dire d'aller à la racine des choses et d'exprimer, un peu cette idée qu'on vient d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire que, un peu sans concession, que oui, pour moi, la crise écologique est la manifestation d'une crise existentielle collective et de pollution intérieure, et je crois sincèrement que, le maximum de monde a besoin d'entendre aujourd'hui que ce travail d'intériorité, il est clé dans les décennies à venir.